Bonjour à toutes et tous. Merci d'être en ligne si nombreux et notamment Monsieur Leboeuf, président du Conseil général de la Vendée, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Marc, ces quelques mots d'introduction. Je suis Jérémy Hureau, directeur adjoint d'Ecolab, que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais qui, pour les autres, a permis notamment d'initier la communauté des acteurs de l'IA au service de la transition écologique dans les territoires, dont vous êtes les dignes représentants et ambassadeurs aujourd'hui. Je me félicite de voir émerger des projets de démonstrateurs territoriaux qui décloisonnent les ambitions et les efforts des acteurs publics et privés. Ainsi sont testés autour de l'intelligence artificielle et de la mobilisation massive des données sur lesquelles elle s'appuie, de nouveaux modèles qui vont permettre de territorialiser la planification écologique, accélérer la double transition écologique et numérique en cours, renforcer les services publics territoriaux, élargir les possibilités de se faire s'entrechoquer et contracter besoin des territoires et solutions d'acteurs économiques innovants. Merci à tous. Marc, je te laisse la main. Et c'est Fabien Levoyer qui intervient ensuite. Ok, pardon Fabien. Bonjour à tous, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Donc bonjour à tous, Fabien Levoyer, donc je suis le coordinateur national adjoint de la stratégie pour l'intelligence artificielle en représentation de Guillaume Avrin, qui est le coordinateur national. Et je souhaitais vous faire part aujourd'hui de notre stratégie et comment le dispositif démonstrateur pour une IA frugale au service des territoires s'insère au cœur de notre stratégie. Donc, d'abord, un petit point d'historique. Notre stratégie nationale a été annoncée en 2018 par le président de la République suite à la remise du rapport Villani. Elle était initialement axée sur la structuration des liens entre les écosystèmes, notamment sur la structuration de notre réseau des acteurs de recherche en IA via les 3 IA, les instituts interdisciplinaires en intelligence artificielle. Et cette stratégie a été révisée dans le cadre d'une deuxième phase qui a été annoncée fin 2021. Et j'en profite pour vous dire que c'est très dans l'actualité, mais qu'on s'apprête également demain, dans le cadre de Vivatech, à annoncer de nouveaux éléments de notre stratégie par le biais du président de la République. Donc, ça ne concerne pas spécifiquement l'IA frugale, l'IA au service des collectivités. Ça concerne un peu plus précisément l'IA générative et la formation, mais je n'en dis pas plus. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous demain pour avoir plus d'informations. Cette phase 2, elle a été élaborée en synergie avec le plan européen coordonné sur l'intelligence artificielle et elle prend toute sa place dans le programme national d'investissement France 2030. Donc, quelques éléments qui sont cruciaux pour le développement de notre stratégie, de notre autonomie stratégique en intelligence artificielle. On a besoin d'une filière d'IA innovante, donc on a besoin d'acteurs émergents et du développement d'une offre de pointe en technologie. Ça, c'est notamment par le biais de France 2030 qu'on soutient nos acteurs et nos startups. On a également besoin de communs pour l'intelligence artificielle et on soutient dans le cadre de la stratégie nationale des environnements logiciels open source pour que les collectivités, les entreprises, les administrations se saisissent des enjeux de l'intelligence artificielle et intègrent cette technologie au sein de leur processus. On a besoin également de données et dès 2019, la Direction générale des entreprises a lancé un dispositif pour soutenir l'émergence de hubs de données et de bases de données. Et enfin, on a besoin, c'est le nerf de la guerre, de compétences et nous avons une ambition sans précédent sur ce sujet. Donc, en quelques mots, enfin, pour parler des 3 piliers constitutifs de cette deuxième phase de la stratégie nationale en IA, spécifiquement sur les talents, sur la formation, on a une ambition sans précédent, comme je le disais, avec 700 millions d'euros qui sont fléchés vers cet objectif. L'objectif, il est de soutenir les universités, les grandes écoles, dans la création de cursus ou le doublement de formés sur des cursus existants à tous les niveaux de diplôme, licence, master, doctorat, avec des actions de sensibilisation
dès le plus jeune âge, si je puis dire, dès le collège et dès le lycée, avec l'ambition de former à la fois des spécialistes de l'IA, des data scientists, de former des processus bidisciplinaires, que l'on appelle IA plus X, mais également d'accompagner l'adaptation progressive des emplois et des compétences sur un très grand nombre de métiers et de secteurs qui seront à terme impactés par l'intelligence artificielle. On a un pilier sur le soutien à une offre deep tech, et donc dans ce cadre, on a 3 objectifs technologiques. L'un sur l'IA embarquée, et donc on va notamment inciter les entreprises à utiliser, à démontrer en conditions réelles des technologies, des solutions matérielles et logicielles pour l'IA embarquée. On a également un objectif stratégique sur l'IA de confiance, où on met à disposition des acteurs et notamment des entreprises, des plateformes d'expérimentation et de tests et des environnements en open source. Et enfin, le troisième axe stratégique concerne l'IA frugale, précisément. Et donc, dans ce cadre, à la fois, on finance de la recherche amont dans le cadre du programme prioritaire de recherche, mais beaucoup plus proche du besoin et beaucoup plus en aval. Effectivement, on a notamment ce dispositif démonstration de l'IA frugale dans les territoires. Et enfin, notre dernier pilier stratégique porte sur le rapprochement entre l'offre et la demande. Et à ce titre, on a plusieurs dispositifs, mais donc je peux en citer notamment un sur l'accompagnement des PME à l'intégration de solutions d'IA dans leur processus interne et dans leur processus de production. Donc, pour vous montrer en quelques mots les dispositifs qui ont déjà été lancés dans le cadre de la stratégie, donc vous voyez que 3 appels à projets ont été lancés sur les 3 objectifs stratégiques du développement d'une offre de pointe que j'évoquais: IA embarquée, IA frugale, IA de confiance, et donc ce qui fait partie de notre volet Deep Tech. Et spécifiquement sur le dispositif démonstration de l'IA frugale au service des territoires, nous avons un budget de 40 millions d'euros dédié à ce dispositif. Plus précisément, donc, sur l'appel à projet, c'est un appel à projet qui concerne principalement donc, les collectivités territoriales, les syndicats mixtes ou syndicats intercommunaux et bien évidemment les acteurs émergents qui vont proposer des technologies à ces acteurs utilisateurs. Donc, par le biais d'un démonstrateur, on va démontrer en conditions réelles des technologies d'intelligence artificielle au service de pilotage de politique publique pour améliorer la gestion ou l'exploitation d'un ou plusieurs services aux usagers au sein des collectivités. Et donc, c'est très important, notamment, de préciser que les cas d'usage qui sont précisés dans le cadre de cet appel à projet-là concernent la transition environnementale pour accompagner les collectivités à atteindre leurs objectifs. Et c'est notamment une ambition forte de France 2030, puisque une très grande partie des financements des 54 milliards de France 2030 sont fléchés vers la transition environnementale. Et comment? Donc, c'est là où on a aussi une contrainte sur le comment, puisque au-delà d'avoir des solutions d'IA au service de la transition environnementale déployées au sein des collectivités, on regarde aussi comment elles sont déployées, et notamment la frugalité des technologies utilisées, la rationalisation de la consommation énergétique de ces solutions, de ces infrastructures. Et ici, je voudrais noter que c'est un point particulièrement important, on est assez ambitieux. C'est un dispositif qui fait figure de pionnier au sein de France 2030. On a des critères qui sont particulièrement précis sur ce point. Et l'ambition, elle est à terme de pouvoir, une fois qu'on a vu aussi comment est-ce que ces critères étaient, comment les collectivités, comment les acteurs vont répondre à ces critères avec des données chiffrées, précises, et aussi démontrer la connaissance de la consommation énergétique de leurs solutions. Une fois qu'on aura ce retour d'expérience, cette méthodologie, si je puis dire, a vocation à être réplicable à l'échelle d'autres appels à projets dans le cadre de France 2030. Donc, cet appel à projet, donc il y a déjà eu une première vague dans le cadre de l'appel à projet Territoire intelligent et durable. Et donc, nous avons 4 lauréats pour la partie démonstration de l'IA dans les territoires: Bordeaux Métropole,
le GIP Vendée Numérique, la ville de Metz et la ville de Noisy-le-Grand. Et donc, nous aurons, juste après ma présentation, une présentation du projet de Vendée Numérique par le président du conseil départemental. Un dernier point que je voulais noter également, c'est les aménagements qui ont été faits entre cette deuxième phase et la réouverture du dispositif donc dans cette nouvelle vague. Certains aménagements ont été faits, notamment au niveau du seuil qui a été abaissé et sur la possibilité de certaines entreprises de pouvoir être chef de file du projet. Mais donc ça, ce sont des éléments qui pourront vous être détaillés par la suite par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et par la Caisse des dépôts et des consignations. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, merci beaucoup pour me permettre de présenter ces différents éléments qui permettent de replacer le dispositif au cœur de notre stratégie. Donc, on va rentrer très rapidement sur la… Donc, vous avez vu une somme plus générale au particulier. Donc, moi, je suis à l'Écolab du Commissariat général du développement durable au ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique. Et mon rôle est d'animer la dynamique autour de cet appel à projet. Donc, si on va passer à la planche suivante. Tic-tac, voilà. Donc, on a déjà dit le principal. Il se trouve que nous, on a une feuille de route ministérielle sur la transition écologique qui disait en 2020, on a 2 axes qui sont le soutien aux entreprises émergentes et start-up et puis le soutien au territoire. Ce qui me semble intéressant de souligner ici, c'est que on va faire 3 appels à projets. Celui de l'année dernière était le début. Reste donc à peu près 33 ou 34 millions d'euros de subventions à délivrer dans cet appel à projet de 2023 et puis dans le prochain en 2024. Donc ça veut dire que dans nos histoires de transition écologique, ça fait quand même un peu d'argent. Alors c'est technocentriste, on assume complètement, comme Fabien l'a dit. Simplement, c'est technocentriste au service de la transition écologique et énergétique du gouvernement et lié au climat, etc., etc. On va passer. Et l'autre élément qui est un peu plus récent, c'est que nous nous inscrivons dans la stratégie dite France Nation Verte. En gros, c'est quels sont les sujets qu'il faut traiter dans le cadre de l'adaptation au changement climatique et la réduction et la décarbonation de notre pays. Et donc, vous voyez, j'ai mis des petites cases, des petites croix roses dans les sujets sur lesquels on a de l'IA peut apporter de l'efficience ou peut surtout résoudre des questions qu'on n'arrivait pas à résoudre du tout. Donc, c'est quand même assez massif. Pour rentrer ensuite dans la mécanique un tout petit peu plus précise de l'appel à projet, premièrement, l'enjeu du démonstrateur, Fabien l'a dit, c'est en conditions réelles. Donc, c'est des vraies données avec des vrais besoins, des vrais acteurs, etc., etc. C'est pas du laboratoire. Ensuite, l'idée de se caler sur les besoins des collectivités, c'est l'idée d'être le plus concret possible, avec des besoins, je pense que M. Leboeuf le dira tout à l'heure, quand on est un élu, on a des besoins qui sont complètement concrets. Le nettoyage de la ville, pour la ville de Metz, par exemple, qui est lauréate, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas complètement imaginé au départ, évidemment, mais c'est des problématiques où les élus sont interpellés par les habitants. Donc, c'est des choses comme ça qui nous paraissent importantes de faire sortir de l'appel à projet. Je me suis installé, ouais. Ensuite, toute activité humaine émet du gaz carbonique, notre propre respiration également. Donc, ce qui compte plus sérieusement, c'est que le coût d'installation du projet et le bénéfice qu'on en retire soit positif. Ça semble important. Il n'y a pas de diabolisation du coût du numérique. Simplement, il faut faire une balance et c'est bien normal. Et enfin, on a fait une évolution par rapport à l'appel à projet de l'année dernière. L'année dernière, seule une collectivité territoriale pouvait être chef de file, c'est-à-dire en gros mettre chef d'orchestre, si vous voulez, des groupements, etc. Et en écoutant, par exemple,
Monsieur Jourdain du CHU de Niort, qui est dans la liste, on a rapidement compris qu'il fallait aussi des établissements publics territoriaux. On a aussi vu que Bordeaux, le lauréat de Bordeaux Métropole travaille avec un bailleur social, et donc on a vraiment un enjeu de pouvoir permettre aux bailleurs sociaux, vu les quelques millions de logements qu'ils gèrent, de pouvoir faire de l'estimation sur la sobriété énergétique, comme on fait, et quels sont les comportements des gens. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Et puis enfin, j'ai vu qu'il y avait une question sur le sujet. Un acteur émergent, c'est une entreprise de moins de 12 ans. On a simplifié un petit peu la définition, sinon ça occupe 2 pages entières et ça ne nous semblait pas raisonnable de rentrer dans des niveaux de détail qui concernent finalement une part extrêmement minoritaire de la définition d'acteurs émergents. Donc voilà, ce sont les chefs de file. Ensuite, normalement, enfin d'habitude, le chef de file est entouré de différentes compétences, c'est-à-dire qu'il apporte soit une solution, soit un besoin. Et puis après, il faut d'habitude une start-up de 12 ans, je dis bien. Il faut une start-up qui a la compétence en IA. Il y a quand même extrêmement peu de grands ou de très grands groupes qui ont en interne un vrai labo d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu voir, nous, c'est des startups. Et donc, il peut y avoir des établissements publics, bien évidemment, de l'État. Il peut y avoir des établissements publics locaux comme des agences d'ingénierie. Il peut y avoir absolument tout ce qu'on veut, des associations, bien évidemment, et compagnie, etc. Une association ne peut pas être chef de file. Par contre, les choses sont claires. Mais un GIP peut l'être. Vous voyez, il y a des organisations un peu, mais la Caisse des dépôts entretient une foire aux questions sur laquelle vous pourrez poser tout ça. On va passer à la suite. Donc voilà, les éléments qu'on a voulu mettre en avant sur, alors je dis bien 12 ans, 2 fois 6, voilà. Et donc, on a dit les chefs de file. Ce qui nous paraît important également, c'est que l'année dernière, le seuil minimum était à 1 million d'euros. Donc, on voulait des projets vraiment ambitieux. Et après analyse et discussion avec évidemment plein d'acteurs, on a convenu que le seuil minimum du projet tout entier était réduit à 600 000 euros. Le taux de subvention, globalement, et Alexandre Chaffotte à la fin vous en dira davantage, est à peu près de 50%. Et là, les dossiers ont été publiés en mi-mai. La date de dépôt du dossier, c'est le 1er décembre à 23h59. Donc, il y a quand même du temps. L'année dernière, il y avait 2 mois et demi. Là, il y en a 6. C'est les éléments qui nous paraissent importants. Et enfin, le calendrier, qui est ma dernière planche. Donc, on a un certain nombre de dates. Donc, je vous ai parlé de la date de relève au 1er décembre. On a, vous pourrez assister à un webinaire organisé par la Banque des Territoires le 4 juillet, où on rentrera beaucoup plus profondément dans la technique de ce qu'est un appel à projet et de ce qu'il convient de faire. Nous prévoyons, nous, Ecolab, un autre webinaire le 19 septembre, puis il y en aura probablement un en octobre, mais ça ne sert à rien de le dire dès maintenant. Donc voilà, on essaie vraiment de construire une dynamique. On a aussi un partenariat avec les Ecolab, les Interconnectés, qui est une association des collectivités pour le numérique, et aussi avec Hub Francia, qui est une association également d'entreprises centrées sur l'intelligence artificielle. L'idée étant d'avoir ainsi 2 acteurs représentatifs. Je vous suggère vivement que si vous êtes une collectivité, de vous rapprocher des Interconnectés et des entreprises IA, de vous rapprocher de Hub Francia, de façon à comprendre tout ça. J'en ai fini. Il y a plein de questions. On va essayer de répondre dans le chat à la suite. Et je passe la parole à Vendée Numérique. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces précisions sur un grand chantier qu'on devine au niveau national. Bien évidemment, nous, à notre modeste place, on avait commencé à réfléchir aussi
à une vraie réflexion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au cœur de nos territoires. On a quand même des questions qui nous sont posées, on a des sujets à gérer au quotidien et on se dit que la donnée et l'intelligence artificielle qui va la traiter encore mieux que nous doit être une des solutions pour aller de l'avant. Alors cette réflexion, on l'avait, nous, menée ici en Vendée déjà depuis plus de 2 ans, avant que l'appel à projet en fait ait été imaginé. Donc nous, ça nous convenait complètement en quelque sorte. L'idée pour nous, c'est bien de consolider un écosystème qui existe déjà en Vendée. Cet écosystème où on a l'habitude de travailler ensemble, de mutualiser à l'échelle départementale. Donc, moi, je préside le département, évidemment, mais je préside aussi le GIP Vendée Numérique. Je préside aussi la SEM, donc Vendée Énergie, où on est vraiment là aussi dans des réflexions de fond, bien évidemment. Pour nous, il est important de mutualiser donc à cette échelle départementale des compétences, des outils, des bonnes pratiques, nos réseaux et tout ça. On en est convaincu au bénéfice de tous les acteurs publics qui vont nous permettre donc d'accélérer cette transformation numérique et énergétique. Bien sûr, on n'oublie pas non plus les acteurs privés, comme ça a été mentionné tout à l'heure en introduction. Il y a besoin de ce décloisonnement très certainement. En tous les cas, on voudrait faire de notre travail un vrai laboratoire d'un numérique utile. Ça, c'est vraiment un de nos leitmotifs. Ce n'est pas du numérique pour du numérique, mais vraiment du numérique utile au service des territoires, des services publics. Et au bout du bout, c'est quand même au service de nos concitoyens, en l'occurrence ici des Vendéens, où l'idée pour nous est de mutualiser l'ensemble de ces compétences. Et c'est pour ça qu'on travaille avec tout le monde. Et en particulier, on a la chance dans ce projet de travailler avec les grands syndicats départementaux, et bien sûr les collectivités. Dans les grands syndicats départementaux, je veux citer ceux qui travaillent sur la gestion des déchets, je veux citer notre syndicat départemental qui travaille sur la gestion de l'eau potable à l'échelle de 100% des communes, et puis bien sûr aussi de l'énergie. Là aussi, le syndicat départemental regroupe 100% des communes. Le projet inscrit donc sur notre feuille de route, eh bien, sont vraiment construits par un collectif. Je vais le dire en introduction. Pour nous, l'idée, c'est surtout de ne pas créer un territoire, le grand territoire départemental, à plusieurs vitesses, mais bien d'intégrer tout le monde pour que chacun puisse avoir la possibilité de, après chacun à sa vitesse, bien évidemment. Donc, pour nous, la collecte et l'exploitation des données doit se faire à cette échelle-là. L'idée, c'est de mutualiser, comme on le fait déjà depuis très longtemps. Je laisserai la parole juste après à Cédric Signoret, qui est donc le grand responsable de Géo Vendée. Déjà depuis 2006, nous avions un cadastre numérique ou numérisé à l'échelle du département, c'est-à-dire que depuis la plus grande ville, La Roche-sur-Yon, jusqu'à la plus minuscule, eh bien, nous avons déjà cette habitude du travailler ensemble et de mettre à disposition globalement donc, ces informations. Notre gouvernance, avant que je ne laisse la parole, je veux le dire aussi, rassemble en fait tous les grands acteurs départementaux. Je vous ai cité les syndicats. Je veux parler aussi des collectivités vendéennes à l'échelle des comités de communes ou des communautés d'agglomération. Je parlais des Sables-d'Olonne par exemple, ou bien évidemment de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de e-collectivity qui là aussi travaille à l'échelle de toutes les collectivités vendéennes et de Géo Vendée, je viens de le citer. On en est conscient, la donnée est hyper stratégique aujourd'hui, c'est une denrée qui est de plus en plus recherchée, on le sait les uns et les autres, et donc face à ces acteurs privés et publics qui s'y intéressent, il nous faut nous organiser pour faire connaître cette donnée, la valoriser, la faire circuler, la développer, j'ai envie de dire, la maîtriser évidemment, et puis bien sûr la partager
à chaque fois que ce sera utile, donc à l'échelle du territoire. Donc, on est conscient qu'on doit maîtriser cette chaîne de valeur de la donnée sur la totalité de la chaîne de valeur, en se donnant les moyens de connaître et de comprendre notre territoire, le cœur du territoire, parce qu'au bout du bout, il faut que nous puissions développer des politiques publiques, et nous sommes intimement convaincus que ces politiques publiques vont pouvoir être encore mieux appréciées si nous avons ces outils à disposition des élus. Juste, je citerai un exemple. On a vécu ici en 2010 en Vendée, qui a fait le tour de la France, c'est cette fameuse tempête Xynthia, avec 29 morts, vous le savez. En fait, on a bien vu que on manquait de données. La dépression qui avait été identifiée, elle était identifiée beaucoup trop tardivement. La préparation des secours n'a pas été suffisamment anticipée, j'ai envie de dire. La localisation des zones inondées, même chose. C'est-à-dire qu'on a manqué à la fois de données fraîches et de données prévisionnelles. Voilà un exemple très, très concret sur un département où on a 273 km de côte, où on est en train de vivre donc l'élévation du niveau des océans. Pour nous, voilà un exemple très concret de travail qu'il faut que nous poursuivions. Donc, le projet que nous avons déposé, et Cédric va vous en parler un petit peu mieux maintenant, il a vraiment été co-construit avec les acteurs qui gouvernent en fait aujourd'hui notre Vendée Territoire Connecté. On a répondu donc à aussi une demande qui a été globalisée à travers des enquêtes, et ce sont nos deux équipes regroupées, celle de Géo Vendée et de Vendée Numérique, le GIP Vendée Numérique, qui travaillent d'arrache-pied en vraie concertation pour arriver à manager ce beau projet qui va répondre donc à des urgences en termes de gestion des risques, je viens de l'évoquer, mais surtout de préservation des ressources, d'optimisation de la consommation, on va le dire. Vous avez parlé de METS tout à l'heure pour la propreté, on pourrait parler aussi pour un département comme le nôtre où on accueille des millions de touristes l'été, comment on gère par exemple les points de collecte des déchets pour nos amis de Trivalis, en fonction des moments où il y a une affluence record et puis des moments où il y a peu de monde. On voit bien que là, il y a des ajustements à imaginer, et cette gestion minutieuse de la donnée va nous y aider. Ce projet est vraiment une partie de la réponse que nous voulons apporter donc on va appeler des points de douleur qui sont remontés par les acteurs publics vendéens. Voilà un petit peu dans quel contexte notre projet s'inscrit. Et sur la présentation plus technique, je vais laisser tout de suite donc Cédric pour avancer. Cédric. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Cédric Seigneuret, je suis le directeur de Géo Vendée. Géo Vendée, c'est la plateforme data du département. Elle existe depuis 2006. On a une longue expérience de gestion de data, géographique bien sûr, mais pas que. Le projet vendéen, il vise à consolider un socle technique déjà existant. Il sera consolidé au travers de 4 briques qui nous paraissent absolument indissociables. La première brique, c'est une brique de collecte. C'est une brique de collecte qui se matérialisera par un réseau très bas débit, un réseau LoRa notamment. Le deuxième point, c'est une réplique 3D du département. Autrement dit, c'est un jumeau numérique. Le troisième, c'est un puits de données mutualisé dans lequel viendront s'héberger l'ensemble des données publiques, mais également celles du réseau LoRa. Et puis, le quatrième point, il est absolument essentiel, c'est l'évolution de notre plateforme de gestion de flux de données. C'est une plateforme d'interopérabilité qu'on appelle GV Live, mais j'y reviendrai. Notre objectif commun, il est de mettre à disposition des acteurs publics vendéens un socle complet. Un socle pour développer des cas d'usage intelligents d'aujourd'hui, on y est déjà, mais aussi innovants pour demain. Concrètement, GV Live, c'est quoi? C'est un programme qui vise à une sobriété de la donnée. C'est un programme, c'est un logiciel qu'on a développé en interne. Géo Vendée, c'est une équipe d'une quinzaine de collaborateurs, des data scientists, des développeurs, des data analystes.
qui développe en interne cette solution sur des briques open source. C'est quelque chose d'absolument essentiel pour nous. On travaille sur du Postgres, sur du PostGIS, sur du Python, sur du AngularJS. Et cette plateforme, elle permet d'interconnecter l'ensemble des systèmes d'information présents sur le département du service public. En 2022, elle a véhiculé 800 millions de lignes d'enregistrement entre ces partenaires-là. Donc, terminer les échanges par mail, les échanges par clé USB, tout est numérique et elle assure notamment l'unicité, la qualité, la garantie et la sobriété de la donnée sur tous ces acteurs-là. C'est le lien indispensable à notre projet et plus largement à notre transition numérique. Cette plateforme, elle s'appuie notamment sur des données partagées de qualité, donc on gère l'unicité, et elles sont hébergées dans une grande base de données qu'on appelle aujourd'hui la base de données GeoVendée. C'est un long travail. En fait, on fait ce travail-là depuis 2006. Et depuis 2006, on a standardisé, on a organisé une centaine de jeux de données qui sont exploités au quotidien par les collectivités. Ça, c'est gage de sobriété. Le jumeau numérique, quant à lui, il va être réalisé en s'appuyant sur un lidar haute définition. C'est un lidar haute définition, 20 points par mètre carré. Et en fait, on ne va pas produire ce lidar haute définition pour les besoins du projet, on l'a déjà produit. Et on l'a produit dans le cadre du programme Plan de corps de rue simplifié, qui est un programme national qui vise à répondre en partie à la réforme des DTDI et qui nous amène à produire une photo aérienne haute précision. Le pixel fait 5 cm, la classe de précision est 10 cm, et on a accompagné en fait cette photo de ce lidar 20 points par mètre carré. J'ai envie de dire qu'on a eu de la chance quand on l'a produit, parce que peu de temps après, l'IGN annonçait son grand plan lidar HD national, un plan à 10 points par mètre carré, donc 2 fois inférieur en qualité au nôtre. Et très vite, on s'est accordé techniquement pour s'assurer que le lidar vendéen allait venir abonder le plan national. Encore un gage de sobriété. On va faire exactement la même chose sur le jumeau numérique. Les contacts sont déjà pris et je suis sûr qu'on réussira sur ce sujet-là. Nous mesurons parfaitement les possibilités de l'IA. C'est absolument essentiel pour nous et nous nous sommes associés à un autre expert, Geofit en l'occurrence. Le lidar qu'on va produire, c'est 140 milliards de points géoréférencés sur l'ensemble du département. Et nous avons besoin de les classifier sur le sol, sur la végétation, sur les bâtiments, mais aussi sur les poteaux. C'est sans doute sur ce point-là que ce sera le plus difficile. Pour répondre à nos premiers objectifs, le cadastre solaire, la gestion du bâtiment et la résilience des réseaux aériens. Une fois classifiés, sur cette base, nous produirons le maillage 3D dont on a besoin pour le jumeau, mais également un site IGML au format LOT2.2 sur l'ensemble du département. Pour traiter ces quelques 140 milliards de points, nous avons choisi de recourir à une intelligence artificielle à travers une approche de transfer learning, avec l'utilisation de KP-Conv pour la segmentation de nuages de points. Et ça, c'est gage de frugalité au service du territoire. Pour entraîner l'IA, nous estimons que 10 à 15 km² par thématique et par zone du territoire seront nécessaires. Ça représente seulement 3 à 5% du territoire vendéen. Et cette IA, elle sera mobilisée évidemment pour produire le jumeau initial, mais aussi et surtout pour les mises à jour demain. Je regardais ce matin sur Internet les chiffres de la construction en Vendée. Il y a eu 27 000 constructions nouvelles en 2022. Il y a eu 36 000 permis de construire. Nul doute qu'on aura besoin de cette IA pour pouvoir mettre à jour notre jumeau et pouvoir développer les cas d'usage derrière. De notre point de vue, le jumeau numérique est un référentiel donnant à voir le territoire tel qu'il fonctionne, mais c'est également un mode de représentation extrêmement efficace dans lequel d'autres jeux de données seront intégrés et notamment les données en provenance des IoT. Le jumeau, il est un outil parfaitement adapté pour contextualiser ces données-là. Le premier cas d'usage qu'on va développer, et on est clairement dans la transition énergétique, écologique, j'ai envie de dire, c'est le solaire.
Le solaire, en termes de potentiel d'énergie renouvelable sur la Vendée, c'est 4 TWh par an. C'est absolument énorme, on ne peut pas l'ignorer. C'est le deuxième gisement d'ENR en Vendée. C'est la raison pour laquelle c'est notre premier cas d'usage. Et pour répondre à cet enjeu, le SYDEV, le syndicat d'énergie de la Vendée, souhaite se doter d'un outil dont on maîtrise parfaitement le calcul. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une marque de confiance. On a besoin d'avoir confiance dans ce cadastre solaire, et ça sera un cadastre solaire en 3 dimensions. Il sera précis. C'est la raison pour laquelle le SYDEV s'engage à fond sur ce cadastre solaire. Il nous permettra de calculer le potentiel solaire sur les toitures, sur le sol, sur les ombrières, sur les nouveaux bâtiments demain. Ça permettra de proposer un mode de calcul de potentiel solaire homogène sur l'ensemble du territoire. Il n'y aura pas de mitage. On a fait l'état de l'art des cadastres solaires qui existent aujourd'hui, notamment en open data. Les projets de Google ou de Eason We Trust ne sont pas suffisants. Google ne couvre pas tout le département de la Vendée, loin de là. Et Eason We Trust a un mode de calcul qui nous reste quand même assez opaque. Pardon. Ce cadastre solaire, il nous permettra aussi d'appréhender la capacité donc, de production de cette énergie sur l'ensemble du département, orienter les décisions d'implantation de panneaux, optimiser aussi la réalisation d'études préalables. En fait, l'ensemble de ces données vont pouvoir être croisées avec les données de la base de données de GeoVendée et optimiser l'ensemble de ces études. Nous avons inscrit en tout et pour tout 14 cas d'usage dans notre projet. Ça va de la gestion des ressources, avec notamment l'eau et l'énergie, la gestion des déchets, la résilience des réseaux, eau, fibre optique, et la mise en place notamment, et ça c'est absolument stratégique, d'outils transverses d'aide à la décision, au travers d'une plateforme de gestion de bâtiments et de flexibilité énergétique notamment. Voilà, donc Cédric vient de nous présenter un peu le projet tel que on l'a déjà minutieusement travaillé, j'ai envie de dire. Ça ne s'arrêtera pas là. Pour nous, c'est juste le début. On aura d'autres cas d'usage, bien évidemment. Là, c'est le fruit de 2 ans de travail, mais à partir de ce que nous avons déjà entamé et présenté, on voit combien il y en a qui se rapprochent de nous pour voir comment on peut encore aller plus loin. Il y a le SDIS notamment qui veut déjà réfléchir à une mise en œuvre d'une simulation d'intervention immersive dans le jumeau numérique. Bon, l'intégration aussi d'un modèle de submersion marine, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont en train de travailler avec le réseau, le projet européen ResilCoast. Et donc, vous voyez qu'on a d'autres points sur lesquels on va pouvoir avancer. Sur Vendée Numérique, de son côté, continue lui aussi à avancer. Il nous propose en particulier, ou on se propose nous-mêmes d'ailleurs, la supervision de nos armoires, de points de mutualisation en particulier. Même chose sur les lignes aériennes. En fait, on a plein d'autres thématiques liées aux compétences de nos membres qui participent à cette gouvernance, qui vont nous apporter des besoins très concrets et donc du numérique concret. Au-delà de la gestion du risque que je viens de dire, il y a aussi pas mal déjà de remontées autour de la mobilité, sur la gestion des parkings, nos flux touristiques, je l'ai évoqué par rapport aux déchets, mais on peut l'évoquer sur d'autres points bien évidemment, les flux domicile-travail, le covoiturage. Voilà, on a beaucoup de points. Il y a d'autres acteurs du territoire vendéen qui commencent aussi à s'y intéresser. C'est vrai de notre office HLM Vendée Habitat, c'est vrai de notre office de tourisme Vendée Tourisme, etc. Donc, vous avez compris que nous sommes dans une très très forte motivation. Nous sommes convaincus qu'avec cette intelligence artificielle et la récolte de données, j'allais dire, nous ne sommes qu'au début d'une très très belle histoire, d'une transformation en profondeur du numérique du territoire vendéen. Encore une fois, pas pour se vanter de quoi que ce soit, pas pour faire du numérique pour le plaisir du numérique, mais bien du numérique qui soit au service des Vendéens d'une part, mais aussi et en particulier des décisionnaires.
au service aussi des entreprises qui en auront besoin. Ça a été très, très bien dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas de réserver ces données à l'exclusivité des collectivités, mais bien d'avoir du gagnant-gagnant. Mais on est intimement persuadé néanmoins que cette donnée doit, dans un premier temps, être vraiment gérée par nos collectivités et l'ensemble de nos collectivités, en l'occurrence. Voilà, en résumé un peu le contexte, le projet et déjà des ouvertures où nos équipes sont en train d'y travailler. Voilà, en quelque sorte, le projet de Vendée numérique. Et nous Merci. restons à votre disposition pour toute question, bien évidemment. Écoutez, sans transition, nous passons la parole à Alexandre Chaffotte de la Banque des Territoires. Merci Alexandre. Bonjour, alors Alexandre Chaffotte, Banque des Territoires, donc de la gestion de cet appel à projet. Je peux les passer ou pas? Alors, donc on en a déjà parlé, le cadre d'intervention, c'est 40 millions répartis sur 3 vagues, donc une qu'on a fait de juillet à novembre 2022 en lien avec TID, la nouvelle qui a été ouverte en mai jusqu'en décembre 2023, le 1er décembre. Au cas où vous demanderiez, l'enveloppe elle est encore bien dotée, plus de 30 millions, donc il n'y a pas de questions à avoir là-dessus. Et il y aura une dernière vague en année 2024, encore un calendrier indéfini. Donc, j'ai vu la question, donc cet appel à projet il fait partie intégrante de France 2030 et à ce titre, dans ce cadre, il bénéficie aussi d'un financement européen et donc ça empêche, comme c'était le cas sur TID, le cofinancement avec des autres fonds européens du fait du montage du plan de relance européen. Les projets retenus, ils ont le statut de démonstrateur, donc ça implique une mise en réseau avec d'autres projets de la stratégie nationale d'accélération de villes durables, donc territoire intelligent et durable, mais aussi de la communauté IA, pour aussi organiser des synergies entre vous et d'autres projets. Et prochaine slide. Donc, alors, je parlais juste des critères d'éligibilité à respecter pour être considéré comme éligible quand on veut déposer un dossier. Donc, on attend un dossier complet à déposer avant la date du 1er décembre 2023 à 23h59. Et par dossier complet, on entend de fournir les pièces suivantes. Donc, la présentation de votre candidature en elle-même en respectant la trame et qui fait, j'ai vu la question, 25 pages maximum, plus des annexes libres si vous avez besoin, limité à 30 pages. Il y a aussi, on a besoin aussi il y a un fichier aussi Excel qui vous fait résumer un petit peu voilà, les partenaires du projet, des éléments de synthèse. Il y a une partie financière donc à remplir pour présenter son budget avec un fichier unique à compléter par chacun des membres du consortium. Voilà, chaque membre du consortium, si vous êtes un consortium, aura son propre budget, donc à individualiser par membre du consortium. Il y a aussi tout un volet évaluation avec trois éléments à joindre. Donc la grille d'impact environnemental, qui est un fichier Excel dans lequel vous devez vous auto-évaluer les conséquences de votre projet, son impact environnemental, et avec une exclusion des projets qui porteraient une atteinte grave à l'environnement, un préjudice important. Donc c'est l'application du DNSH européen. Deuxièmement, il faudrait que vous fournissiez un calculateur d'empreinte carbone en allant sur un site, l'outil en ligne Green Algorithm. L'adresse est fournie dans le dossier de candidature, donc je vais là-dessus. Et aussi une grille d'indicateurs d'impact France 2030 qui est une demande de l'État pour permettre de lui suivre un petit peu ce que permet de faire France 2030 au global, ce que ça permet de réaliser. Et après, il y a une dernière partie du dossier qui est la partie administrative. Donc là, il y a plusieurs choses à fournir et je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais après, je vous invite juste à prêter attention à fournir dans le cas d'un consortium un projet d'accord. Donc projet, ça veut dire pas forcément signé, hein, on n'attend pas quelque chose de finalisé. Donc ça, c'est le dossier complet. Dans votre dossier complet, vous devez présenter un projet dont l'assiette éligible minimale est de 600 000 €. On parle bien de dépenses éligibles, pas forcément de dépenses totales, on va faire la distinction.
Donc voilà, ça c'est l'assiette. Et le troisième point important pour être éligible, c'est que le porteur du dossier soit une des entités éligibles listées ci-dessus. Donc, on a les collectivités territoriales et leur regroupement de collectivités, donc ça peut être un syndicat, un GIP. On a aussi ouvert les assiettes éligibles, on verra après les dépenses éligibles. On a aussi en deuxième catégorie de chef de file possible les établissements publics en charge de politique publique ou de services publics locaux, donc habitat social, SDIS, médico-social. Et après, ça peut être, comme dit déjà dans le webinaire, un acteur émergent, entendu ici en tant qu'entreprise de moins de 12 ans. Voilà. Et pour ce type d'acteur, on lui demande quand même de nous faire la preuve de sa solidité pour assurer la gouvernance des tâches administratives qui sont imputées à un chef de file, parce que ça peut être assez lourd. Faut bien avoir en tête, si vous êtes une petite structure, que c'est des tâches assez lourdes, parce qu'en fait, vous compilez tout pour les autres membres du consortium, y compris récolter les subventions et les redistribuer. Donc là, il faut bien prendre en compte ça. Et on vous demandera aussi, si vous êtes une entreprise chef de file, de vous associer impérativement à des territoires, parce que voilà, on attend vraiment que l'offre soit au service de la demande. Donc, il faudra pouvoir dans le consortium des territoires de déploiement. Donc, oui, prochain. Donc, après le périmètre des projets éligibles, voilà, les projets attendus, on en a déjà un peu parlé. Donc, on attend un soutien des acteurs publics locaux, donc large, collectivités territoriales, regroupement de collectivités locales, établissements publics qui cherchent en fait à mobiliser les techniques de traitement de la science des données et de l'intelligence artificielle pour apporter des solutions à des problématiques de pilotage des services et politiques publiques. Il faut aussi que cette solution d'IA proposée pour répondre à ces enjeux de politique ou services publics contribue à la transition écologique et énergétique du territoire concerné. Ça, c'est la finalité. Et après, si vous êtes un consortium, si vous voulez monter un consortium, vous pouvez vous associer à d'autres types d'acteurs, donc des entreprises publiques locales, des régies, d'autres entités, des OPA, des GIP, AOD, des CRT, par exemple. Des entreprises concessionnaires ou délégataires de services publics. Donc, c'est assez large, des acteurs publics ou privés, de l'écosystème d'innovation, etc. Juste dans votre montage, pensez quand même à si vous êtes, vu qu'il y aura des collectivités ou assimilées, sont soumises à la commande publique. Et donc, dans le cadre d'un consortium, elles seront toujours soumises aux règles de la commande publique. Il n'y a pas de dérogation. Donc, à prévoir dans son montage que la commande publique s'applique. Et après, à prendre en compte que, voilà, dans le cadre de votre consortium, les dépenses éligibles seront prendre en compte les dépenses qui sont associées à des contrats, notamment en cas de commande publique, qui sont passés après l'annonce des lauréats. Donc, on peut dans cette réflexion aussi. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc après, il y avait pas mal la question. Donc, comment on définit le volume des dépenses éligibles? Alors, les types d'actions finançables, elles sont là. Donc, il peut y avoir des dépenses de recherche et développement pour la préparation des données, exploration, validation des modèles, etc. On peut aussi faire, de l'investissement, notamment en infrastructure et en matériel, à condition qu'elle soit directement reliée au projet d'IA. Par exemple, voilà, s'il y a des outils de stockage ou d'acquisition de données, on prend en compte si elles permettent effectivement d'alimenter la solution d'IA. Vous pouvez aussi développer, acheter des logiciels qui permettent le traitement des sciences des données et de l'IA, donc gestion de cycle des données d'apprentissage, des évaluations. On prend en charge aussi toutes les dépenses d'évaluation. C'est un point important d'un réseau de démonstrateurs de produire des évaluations à diffuser aux autres. À l'exception, on ne prend pas en charge dans les 12 premiers mois. Dépenses de formation des personnels, bien entendu, et des dépenses d'AMO limitées à 20% du budget global. Donc, l'assiette à prendre en compte pour calculer vos dépenses éligibles, ce sera en fait pour toutes les catégories de dépenses éligibles, ayez en tête qu'on vous demandera des montants hors taxes que vous collectez ou non la TVA, c'est ça qu'on prendra en compte. Et les salaires, parce qu'on a souvent la question, donc les salaires, ça peut être intégré, bien sûr, pour le personnel affecté au projet et à ventiler entre les différents postes que je viens de vous présenter.
Donc voilà, ça c'était un peu pour le périmètre de l'éligibilité des acteurs, des projets et des dépenses. Donc je vais passer prochaine slide, s'il vous plaît. Donc les critères de sélection. Donc, on a deux grandes catégories de critères de sélection. Les critères de sélection qui sont plus généraux, hein, quand on juge un projet, notamment en lien avec un AAP. Et après, une seconde catégorie qu'on verra après, qui sont les critères spécifiquement IA. Donc, dans les critères généraux, vous pouvez retrouver des choses classiques, hein, comme l'adéquation de votre projet avec ce qui est attendu et les objectifs de l'appel à projet. Donc voilà, comme on parle de politique et ou service public à améliorer ou améliorer le résultat, donc on attend une description de ce que vous allez apporter, des attendus. On attend aussi une description de comment vous allez contribuer aux objectifs de transition écologique et énergétique des territoires, par exemple. Un second critère, c'est la clarté du projet de sa présentation, en lien avec l'ensemble des éléments décrits dans le cahier des charges, et qui nous permettront notamment de bien cerner le contexte et les objectifs de votre projet. Quels enjeux et besoins de territoire auxquels vous répondez, pour quels usages, pour quels résultats vous visez, et bien la dimension technique, hein, puisqu'on est sur des projets d'IA, donc quel type de techno d'IA qu'on puisse comprendre, si vous, les méthodes de calibrage, etc. Donc, voilà. Ça fait partie de la clarté du projet, qu'on comprenne bien ce que vous faites. Donc, troisième critère, solidité de la gouvernance. Donc, comme tout projet, on attend de connaître un petit peu les structures que vous allez mobiliser dans le cadre du projet et une clarté sur les rôles de chacun. On attend aussi une description de l'équipe projet, nombre de TP, profil, compétences, mais aussi les outils et mécanismes de coordination, cadre d'instance, des codes PIL, des codes tech, je ne sais pas, à préciser, ce genre de choses. Quatrième critère qu'on prend en compte, c'est la qualité du consortium. Donc, voilà, la philosophie quand même de cet appel à projet, c'est de s'inscrire dans la stratégie nationale IA, avec l'idée quand même de faire une coopération effective entre le volet demande, donc vous, les collectivités et vos besoins, acteurs territoriaux publics, et l'offre avec l'écosystème d'innovation orientée IA. On attend aussi une bonne identification et d'expérience des différentes parties prenantes, les complémentarités. Et aussi, il y aura un enjeu spécifique pour vous, c'est la capacité embarquée des entreprises et entités de toute taille, en particulier les acteurs émergents, parce que c'est une cible importante de France 2030 à avoir en tête. Donc, en cinquième critère général, il y a aussi production d'une stratégie d'évaluation. Et là, il faudra la produire en 3 dimensions qui seront prises en compte dans l'évaluation. Des indicateurs de bonne mise en œuvre de votre projet, la réalisation. On attend aussi des indicateurs sur l'atteinte des objectifs que vous êtes vous-même fixés à votre projet, donc en termes d'amélioration des politiques ou services publics. Et troisièmement, vu que c'est l'enjeu, la finalité de l'appel à projet, quand même, de mesurer la balance environnementale, donc coût de déploiement de vos solutions numériques versus gain en termes de décarbonation par les usages. Donc, un autre critère général, c'est la qualité du plan de financement, donc pertinence, cohérence, justification des hypothèses de chiffrage, donc un bon plan de financement. On a aussi intégré des enjeux on en a parlé au début, de traitement de cybersécurité, de souveraineté numérique, donc ça c'est un critère à part entière. On cherche des projets qui réduisent la dépendance nationale et européenne en matière de solutions, aussi bien matérielles que logicielles, à argumenter. Et aussi, on inclut dans vos projets, on attend que vous précisiez des actions pour assurer la cybersécurité. Alors, dans le dossier documentaire, on vous renvoie aux bonnes pratiques de l'ANSSI, de voir ce que ça peut recouvrir. Et en dernier critère général, on a le potentiel de réplicabilité. Donc, ce n'est pas un prérequis, mais c'est valorisé. Donc, voilà, c'est du bonus. Donc, capacité à justifier le potentiel de votre projet à être répliqué dans d'autres territoires, est-ce qu'il répond à des besoins partagés ailleurs, marché potentiel, conditions de déploiement faciles ou pas, voilà, et assorti d'un plan de communication. Donc, pour terminer sur les critères, il y a tout ce qui est plus spécifique à la dimension IA. Donc là, on va avoir 5 grands critères qu'on va balayer sur l'aspect IA. L'intérêt technologique, donc justifier la dimension réellement IA de la solution proposée, catégorie technologie IA mobilisée, positionnement par rapport à l'état de l'art. On va avoir aussi, on va évaluer l'intérêt et l'apport fonctionnel de cette solution d'IA. Donc là, voilà, on va retourner sur l'usage et voir un petit peu étudier c'est quoi l'apport de cette solution d'IA par rapport à l'usage.
dans le cadre du traitement de la problématique de politique et services publics visés, tout en expliquant si possible pourquoi le recours à cette technique fait une contribution supplémentaire par rapport aux outils traditionnels qu'on a pour faire du pilotage de politique publique. On vous demandera en troisième critère d'un petit peu nous argumenter le caractère innovant de votre solution d'IA. Donc, est-ce que vous faites une innovation par la technique, comme l'a présenté Vendée Numérique, par exemple, utiliser les données LIDAR pour faire un cadastre solaire, par l'usage, parce que vous travaillez sur une méthode inédite, application à de nouveaux champs d'une technologie IA. Voilà, est-ce que vous faites un pari risqué aussi? Ça peut être une manière d'appréhender l'innovation. Alors, en quatrième critère, le caractère frugal, hein, parce qu'on a dit il y a de frugalité comme principe générateur de cet appel à projet. Donc là, on attend que vous nous fassiez en fait à partir d'une balance environnementale globale nette positive. Donc vous devez estimer la frugalité technologique. Donc pas d'usage de données massives. Pourquoi recourir à l'IA plutôt que des techniques plus simples et économes, localisation des serveurs. Donc c'est ça qu'on va vous demander en lien avec le Green Algorithm. On vous demande de produire une pièce. On vous demande aussi de mesurer les bénéfices environnementaux en termes d'usage, d'amélioration de politique publique. Quels sont les gains qu'on aura? Évaluation des diminutions d'OGS et mesure de la consommation énergétique de la solution. En cinquième et dernier critère, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme garantie sur l'application des principes qu'on trouve souvent quand on a des projets IA, donc transparence, explicabilité, interprétabilité. C'est des sujets naissants, mais qui sont à traiter forcément quand on fait l'IA maintenant. Je vais juste faire deux précisions sur tous ces critères que je viens de vous présenter. Il n'y a pas de pondération spécifique, donc tous les critères ont à peu près le même poids dans la notation. C'est de la moyenne simple. La méthode d'évaluation des critères, donc chacun de ces critères en fait sera évalué à minima par 3 experts qualifiés et indépendants et dont les avis individuels seront agrégés pour faire une idée globale de votre projet. Donc, je vais passer à la suite, s'il vous plaît. Donc, les engagements que vous avez vis-à-vis de nous, si vous êtes pris. J'ai fait une petite erreur. Donc vous ferez partie d'un réseau de démonstrateurs, c'est pas très intelligent durable, mais c'est IA. Vous devrez produire un ensemble d'indicateurs, comme on vous l'a dit, l'évaluation, c'est une dimension importante pour un démonstrateur qui permettra de juger de l'impact de votre projet. Et contribution au suivi des indicateurs d'objectifs de France 2030. Donc, il y a un gros travail de computation des résultats à faire. Chaque année, vous devrez présenter un rapport d'avancement du projet, faisant apparaître les travaux réalisés depuis le début du projet, les difficultés et les freins économiques, les résultats que vous obtenez d'un point de vue environnemental. Et après, vous devez participer aux actions en tant que démonstrateur. Hein, il y aura la participation aussi aux actions d'animation du réseau, donc des rencontres annuelles, des activités de dissémination. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, alors, les ressources pour l'AAP, donc tout est disponible sur le site Démarche simplifiée, qui vous permet de récupérer le cahier des charges et de déposer votre dossier de candidature. Il sera ouvert jusqu'au 1er décembre 2023 à 23h59, donc vous avez l'adresse là. Méthode pour accéder à la documentation, donc je vous invite à vous rendre sur la page de l'appel à projet. Vous devez après vous connecter avec votre compte ou en créer un. Insérer votre numéro de SIRET et valider à partir de l'annuaire. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez effectivement récupérer le cahier des charges en cliquant sur télécharger guide de la démarche et vous pouvez récupérer toutes les pièces pour remplir votre dossier de candidature. La FAQ, il y avait la question tout à l'heure, donc le site Démarche simplifiée n'offre pas de FAQ en soi. Donc ce qu'on vous propose, c'est de nous adresser toutes questions à l'adresse qui s'affiche là par mail et on fera une réponse et on répondra à toutes les questions qu'on publiera ailleurs. Voilà. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, en gros, le planning prévisionnel à grosse maille, et j'insiste sur le côté prévisionnel, ça peut bouger vu qu'on est sur des échéances assez longues. Donc, 1er décembre, on relève les dossiers de la vague 2 de DIAT. On fera une analyse d'éligibilité, des critères d'éligibilité que je vous ai présentés entre décembre et janvier.
On annoncera des résultats d'éligibilité. De janvier à juin, on fera une instruction approfondie avec le collège d'experts qualifiés indépendants, avec des auditions, l'analyse du fond de dossier, des échanges de questions-réponses, et pour établir une recommandation qui fera l'objet d'une publication par l'État. On peut viser d'ici juin 2024 en prévisionnel. Et après, tout ce qui se passe, c'est après, une fois que les lauréats sont décidés, il y a toute une phase de contractualisation qui peut durer 6 mois, où on fait aussi une analyse des aides d'État, c'est-à-dire qu'on vérifie la conformité de votre plan de financement avec la réglementation européenne. Donc voilà, ça intervient dans les 6 mois suivants. Je vais juste vous préciser, un petit peu rappeler la nature sélective de l'appel à projet. Donc, c'est consubstantiel de France 2030 qui se traduit par des appels à projets compétitifs, où on évalue bien sûr la qualité de les qualités intrinsèques de votre dossier, mais il est aussi comparé aux qualités relatives des autres dossiers, et aussi de son adéquation aux exigences de l'AP. Au-delà d'un projet de territoire, on cherche, il s'agit de faire des ambitions nationales aussi. Hein. Donc, on cherche des projets à fort potentiel permettant de déployer en conditions réelles des solutions à la pointe de l'état de l'art, en respectant l'ensemble de critères qui peuvent être qui sont assez exigeants, hein, évaluation, souveraineté, frugalité des solutions, capacité d'innovation, cybersécurité. Et aussi, on cherche des projets qui exercent un rôle structurant avec des effets d'entraînement à échelle nationale, que ce soit pour leur potentiel à semer sur d'autres territoires ou bien participer au développement d'écosystèmes d'innovation et d'IA. En conclusion, voilà, ça va plus loin que de financer le projet de territoire, quelle que puisse être, bien entendu, sa qualité et son rôle structurant pour le territoire. Et il faut bien prendre en compte ces enjeux de l'AP en soi pour faire la correspondance entre votre projet de territoire et le projet, les attentes de l'AP. Pour continuer, alors, je vais juste vous adresser quelques points de vigilance qu'on peut observer, que les experts ont fait remonter en vague 1 de DIAT. Donc, 3 points qui sont apparus assez importants. Donc, il faut travailler la connexion avec l'usage, c'est important. Hein. Le contenu au niveau desquels l'usage veut faire il faut vous argumenter, en fait, pour bien qu'on comprenne comment les données que vous générez par la solution d'IA seront valorisées pour améliorer la politique publique et nous expliquer vraiment en quoi la dite politique publique ou service public se trouve améliorée. Pour résumer, quel changement permis par rapport à une situation sans mise en place de la solution. Donc, bien travailler la collection d'usage et son impact de la solution 2 sur l'usage. Deuxième point qui était apparu souvent à la lecture des dossiers, c'est être en capacité de justifier les caractéristiques techniques et technologiques de son projet. Donc là, il y a 3 points qu'on fait sortir les experts. C'est bien faire la démonstration que l'on est bien en présence d'un projet IA et pas forcément un projet data. Il ne faut pas laisser le doute s'installer là-dessus parce qu'il y a eu des doutes chez les experts de ce que c'était vraiment de l'IA. C'est pas capable de trancher tout le temps. Apporter une justification sur les bonnes propriétés techniques de votre solution d'IA, comme sa capacité à être à l'état de l'art, ça c'est tough, ou à traiter des sujets typiques d'un projet d'IA, méthodologie d'annotation, stratégie d'étalonnage, paramétrage des modèles, donc c'est des choses à présenter. Et en troisième aspect qui est ressorti sur la dimension technique et technologique du projet, c'est vraiment argumenter la dimension innovante de la solution hein, pour pas que vous soyez considéré comme une solution classique et qui n'apporte pas forcément quelque chose. Donc ça, c'est travailler aussi. Et le troisième enseignement qui est ressorti, c'est vraiment faire la preuve du caractère frugal de la solution d'IA. Donc, argumentation étayée permettant de saisir, comme on l'a vu, la frugalité technologique, mais aussi les impacts environnementaux attendus en termes de politique publique ou de services publics. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, alors là, je vais vous sortir des questions de FAQ qu'on a reçues lors de la vague 1 de DIAT. Donc, c'est cette question la plus fréquente, peut-être que ça pourra vous éclairer. Donc, des questions sur Alors, il y a une première catégorie qui est des questions sur le dossier de candidature en lui-même. Donc, question 1, est-ce que je peux candidater en vague 2 si je ne l'ai pas fait en vague 1? La réponse oui, de relève strictement séparés. L'accord de consortium doit-il avoir été libéré lors du dépôt du dossier? Non, je demande juste un projet, donc une ébauche. Un projet peut-il associer plusieurs territoires?
oui, effectivement. Mais dans ce cas-là, si vous êtes plusieurs territoires, il faut quand même y avoir une question à répondre. Ça sera quelle est la cohérence de vous mettre ensemble plutôt que tout seul? Qu'est-ce que ça apporte? C'est pas nécessaire de justifier l'intérêt d'être plusieurs plutôt que l'un. Peut-on être associé à plusieurs projets? En soi, il n'y a aucune règle qui l'interdit de participer à plusieurs projets sous différents statuts. En revanche, il faudra de la clarté pour éviter de l'ambiguïté, surtout sur tout risque de double financement d'une même activité qui n'est pas possible en raison des limites d'aides d'État. Donc, ça pourrait entraîner une investigation plus poussée si vous êtes engagé dans plusieurs projets. En cas de consortium, comment fonctionne le versement des subventions? Comme je disais tout à l'heure, nous, on contractualise avec un chef de file. Donc, le chef de file, il perçoit l'intégralité de la subvention PIA qu'il redistribue le cas échéant à tous les membres du consortium. Donc, à prendre en compte dans la formulation du projet, de remplissage d'annexes financières et de la rédaction de l'accord de partenariat. C'est une gestion assez lourde, je le répète, pour les petites structures à réfléchir. La deuxième partie de la FAQ, s'il vous plaît. Donc ça, c'est question sur les aspects financiers. Donc, est-ce qu'un cumul est possible avec d'autres aides publiques? Dispositif européen, c'est non, parce que c'est déjà financé par l'Union européenne. Dispositifs nationaux, oui, cumul possible avec divers dispositifs, comme le ministère, ADEME, CICR, région, sous réserve de respecter les règles en matière d'aide d'État, en particulier les taux d'intensité maximum. Il faut se renseigner là-dessus. Quelles catégories de dépenses sont-elles éligibles? Pour savoir si une dépense est éligible, il y a deux grands principes à avoir en tête et questions à vous poser. Donc, en numéro 1, voilà, les seules dépenses que nous, on prend en compte, c'est les dépenses directement liées à l'objet de l'AAP. Donc, l'objet principal de l'AAP, là, c'est le déploiement de solutions numériques visant à utiliser des traitements d'IA, sciences des données pour améliorer le pilotage des services et des politiques publiques dans un objectif de transition écologique et énergétique des territoires. Donc, conséquence, si j'ai des dépenses comme aménagement ou rénovation de bâtiments, par exemple, c'est pas éligible, on n'est pas sur du numérique. Si on fait de la rénovation de bâtiments, par contre, on autorise toutes dépenses qui sont destinées à la captation des données, comme on a vu, capteurs, plateformes, si elles sont nécessaires à la solution. On peut faire des chiffres, par exemple sur la cybersécurité, le traitement de la donnée. Donc voilà, il faut bien se connecter à l'objet central de l'AAP pour répondre à cette question. Et principe 2, on exclut les dépenses de fonctionnement, sauf exception, donc dépenses de personnel consacrées au projet, en les rattachant aux différentes activités prévues, donc recherche développement logiciel, investissement matériel et logiciel, déploiement d'infrastructures, vérifiant, etc. Dépenses SaaS, uniquement par dérogation, on peut, avec le cahier des charges en vigueur, et les bornes temporelles de délimitation des dépenses éligibles. Donc, la règle applicable, c'est alors, les dépenses engagées avant la sélection du projet, donc entendu comme date d'annonce officielle des lauréats, ne sont pas éligibles. Et après, on ne prend pas en compte, ne seront pas non plus considérées comme éligibles les dépenses qui interviennent après la fin du projet. Donc, 36 mois après le début de conventionnement, ce que je vous le rappelle, c'est des projets prévus sur 36 mois. Date faisant foi, parce qu'on a pas mal la question pour les marchés publics. Donc, ce qu'on prend en compte, nous, c'est la date d'attribution du marché au prestataire, cas particulier. Si c'est des accords cadres, c'est la date de notification des marchés subséquents. Et pour les marchés à bon de commande, c'est des bons qu'on prend en compte pour déterminer la date d'éligibilité. Je crois que j'avais fini. J'espère qu'il y a quelque chose après. Ah, si. Celle-là, donc ça, c'est question. Alors, on leur verra plus en détail le 4 juillet, mais retenir, voilà, c'est une question régulière sur les principes de la commande publique quand on a un consortium, parce que je comprends que ça peut être compliqué comme montage d'avoir un consortium, et de l'autre, la question de la commande publique. Donc, retenez-la. On aura un expert le 4 juillet qui répond plus aux questions marché public, mais retenez le principe que si vous êtes un consortium, vous ne soustrairez en aucun cas des règles du marché public. Voilà. Je pense que j'ai fini. Merci Alexandre. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat, certaines auxquelles on a pu répondre, mais d'autres qui dépassent notre compétence. Il y avait une question
Au vu des pièces administratives indiquées, nous n'avons donc pas besoin de vous fournir une délibération, entre parenthèses, pour les administrations de Johanna Bonnefoy. Non. Voilà. Là, il y a des lettres de mandat à signer. Après, Voilà, c'est des lettres de mandat et non pas des délibérations encore. Oui, délibération, c'est vraiment, on attend une délibération qui autorise à signer la convention. Ça, on attend que vous soyez lauréat. Les autres questions n'ont pu répondre. Est-ce qu'il y aura un barème complet par section? Le barème complet, en fait, c'est l'addition de tous les critères que je vous ai balayés. Donc, on a une grille qui est fournie aux experts sur lequel ils associent une note et un commentaire. C'est un système de notation plutôt classique réparti en 5 points, donc très satisfaisant, assez satisfaisant, manque de précision, insatisfaisant ou très insatisfaisant. Voilà, on classe tous les critères que vous avez vus comme ça. Et comme je vous l'ai dit, il y a pas, les experts classent tous ces critères selon cette grille. Et après, ça ressort un niveau de qualification globale, tout en sachant que tous les critères sont traités de manière équivalente. Donc, on n'a pas grand-chose d'autre à donner, en fait. C'est plutôt pour nous, c'est plutôt pour nous la définition utilisée pour l'intelligence artificielle. C'est assez simple. Pour l'instant, il n'y a pas de définition consensuelle. Celle de l'OCDE et celle du projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle qui en est très proche colle assez bien avec des macros Excel, ce qui nous pose 2-3 problèmes. On a eu des tas de discussions au niveau de la stratégie IA et du comité de pilotage. Pour l'instant, ce qu'on a mis dans le texte de l'AAP, il y a évidemment toutes les techniques d'apprentissage, mais il peut y avoir aussi de la symbolique, il peut y avoir un certain nombre de choses. Donc voilà, on ne sait pas définir quelque chose qui est d'abord une étiquette marketing qui ressort tous les 40 ans à peu près quand même, ce qui est un point de problème. C'est pour ça que dans le texte de l'AAP, on a essayé d'être plus précis. En particulier, donc vous verrez dans le chat, il y a eu des techniques de traitement. On a eu un échange avec RT Saint-Exupéry dans le chat sur le fait que sur du traitement LIDAR, par exemple, c'est pas de l'apprentissage, c'est autre chose. C'est du traitement du signal et des choses comme ça. Enfin, bref, donc on ne peut pas répondre précisément parce que la réponse, la définition officielle ou officieuse est tellement, comment dirais-je, peu consensuelle qu'on n'a pas voulu, dans un acte juridique qui est l'appel à projet, se baser dessus. C'est pas très fameux. Je suis sûr que vous n'adorez pas la réponse, mais c'est quand même celle-là. Les compétences territoriales exclues, en fait, c'est parce que mon l'idée d'abord, c'est de clarifier les choses de façon à ce que des gens ne passent pas des semaines de travail à déposer un projet qui est hors champ. Et donc, par exemple, tout ce qui est traitement social, du handicap, de la pauvreté, etc., ne fait pas partie de la transition écologique, qui est une vision assez, comment dirais-je, ministérielle et gouvernementale de la chose. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré l'écrire. Ça peut crisser un peu éventuellement. Ça a déjà crissé avec certaines collectivités, mais néanmoins, on vous doit d'avoir la plus grande transparence possible sur les règles qui seront appliquées par le jury. Après, Alexandre, il y a toujours ces questions sur comment on respecte les règles de la commande publique alors qu'il y a un consortium avec des entreprises privées. Je vous laisse peut-être préciser une nouvelle fois. Oui, c'est une question qui revient souvent, mais après, alors on a pris plein de lauréats qui ont résolu cette question. Alors moi, je n'ai pas forcément de réponse à apporter, puisqu'on peut avoir des montages spécifiques, mais je laisse réfléchir, notamment avec la collectivité qui est censée avoir bonne connaissance des marchés publics, mais en gros, il ne faut pas que, voilà, si vous êtes membre d'un consortium, s'il y a une collectivité et
et un partenaire privé membre du consortium. Il faut savoir que voilà, si vous n'avez pas prévu à l'avance la méthodologie de travailler ensemble, il est tout à fait possible normalement que la collectivité passe un marché public et qu'il ne vous revient pas. Donc, il faut bien répartir les rôles et la fonction de chacun sur ce que chacun fait. Après, c'est possible, hein, on a eu plein de lauréats qui sont réussis, donc je vous invite à réfléchir avec la collectivité, mais pas forcément, il y a plusieurs montages possibles. Voilà, faut travailler avec la collectivité pour s'assurer que la règle de la commande publique est respectée. Peut-être Vendée Numérique, puisque vous travaillez avec Géofit, qui est une entreprise privée, aux dernières nouvelles, comment avez-vous fait concrètement? C'est qui répond. Je peux répondre. Donc, c'est Alex Sénérien, je suis directeur de Géovendée. On a l'occasion de travailler avec Géofit sur le PCRS notamment, sur 3 ou 4 marchés, au moins 3, du PCRS vecteur, mais aussi de la photo aérienne. Quand on a réalisé le marché de photo aérienne, on s'est déjà préoccupé de ces sujets-là. Donc, on n'a pas attendu l'appel à projet pour y réfléchir et y travailler. Le traitement du lidar était une vraie préoccupation. On a 140 milliards de points à traiter. Comment on le fait? Comment on le fait de manière sobre, notamment. Donc, c'est un sujet qu'on a abordé très, très rapidement. On a des spécialistes d'IA à Géovendée, mais on n'avait jamais traité ces sujets-là en profondeur. Voilà. On l'a fait tout simplement, et dans le cadre d'un consortium après. Une autre question qui n'est pas complètement claire dans mon esprit, la notion d'îlot du projet. En fait, on a eu un problème en 2022 avec justement des îlots de projets qui étaient tellement isolés que c'était un archipel, c'était plus un projet. Et ça, c'est pas acceptable, manifestement. Donc, il faut bien concevoir un projet global qui a du sens en tant que tel, vis-à-vis d'un territoire. On peut mais mettre, disons, tout un tas de besoins disjoints dans un ensemble qu'on appelle projet avec une belle étiquette au-dessus et puis des coûts rassemblés derrière, ça semble pas une très bonne idée. Donc il faut vraiment à un moment, nous on est dans des démonstrateurs, c'est que d'un côté il faut être ambitieux, de l'autre côté il faut avoir une compréhension de ce que ça va apporter, parce que c'est de la subvention d'argent public. Donc il faut que le jury puisse comprendre exactement ce que c'est. Donc la notion de réplicabilité, c'est vis-à-vis du projet. J'ai pu répondre dans le chat qu'à un moment, dans France 2030, on nous demande de prendre des risques et donc de faire prendre des risques à l'argent public. C'est comme ça qu'on finance l'innovation. Simplement, voilà, il faut qu'on limite les risques et que on puisse, au moment de l'évaluation par les experts, dire il y a une probabilité assez forte que si une collectivité a pris cette solution-là, d'autres collectivités de même rang d'habitude pourront l'adapter. On croit beaucoup au bouche à oreille entre collectivités pour tout ça. Voilà, la notion d'îlot me paraît, en tant que tel, en tant qu'objet isolé, me paraît un peu délicate dans nos projets. Et la réplicabilité est tout à fait là je pense, pour un acteur, pour Géofit. Le programme PCRS, il est national. Autrement dit, toute la France doit le produire. Alors, en Vendée, on le pilote depuis 2015 maintenant. On a produit nos premiers marchés en 2018 sur le PCRS vecteur et la photo, on l'a lancé fin 2021. Des photos aériennes de ce type-là, il va s'en faire partout. C'est certain. C'est-à-dire que l'IA qu'on va construire avec Géofit et qui va nous permettre de classifier notre lidar de la manière la plus sobre possible, de la manière la plus frugale possible, elle va servir à d'autres territoires. C'est évident. Ce travail-là, il ne va pas rester qu'en Vendée. Il va forcément réutiliser. Et c'est pour ça qu'en tant qu'élu, je souhaite vraiment m'impliquer pour cette notion de réplicabilité, d'exemplarité, pour pouvoir partager très largement. Et c'est pour ça que je suis là cet après-midi.
Oui, c'est pour ça que je suis là cet après-midi, parce que je veux vraiment que ce que nous sommes en train de porter ici puisse servir beaucoup plus largement. Personnellement, je suis impliqué au niveau national, et à chaque fois, que ce soit dans le domaine du numérique ou dans le domaine de l'énergie en particulier, euh, y compris les erreurs qu'on peut faire, parce qu'on peut aussi en faire, y compris les erreurs qu'on peut faire, puissent être, j'allais dire, partagées pour que progressivement, ensemble, on puisse avancer. Donc, ce que vous dites, vous avez raison, l'argent public est trop rare pour que on le gaspille, mais attention, il y a quand même des évolutions qu'il faut absolument qu'on initie. Et si nous, les collectivités publiques, on n'ose pas à certains moments, on risque aussi de déchanter. Et c'est pour ça que ces partenariats avec les entreprises sont importantes, avec une vraie volonté politique, une orientation politique pour travailler avec des experts qu'on trouve au sein de nos entreprises. Il y a un taux de subvention maximum par projet. En fait, c'est écrit dans le cahier des charges, hein, ça dépend de votre statut. Le taux maximal, c'est tout ce qui est organisme de recherche, hein, c'est finançable jusqu'à 100%. Après une collectivité, la règle, ça sera plutôt 50% en général, et entreprise, vous tombez sur le régime RDI, donc recherche, développement, innovation, le taux varie de 20 à 80% selon votre taille et selon si vous avez une collaboration avec une petite entreprise. Vous regardez dans le cahier des charges. C'est pour ça qu'en résumé, dans le bilan pour les lauréats de 2022, on était aux alentours de 52-53% pour la plupart des projets. Les associations, établissements publics, ce sera du 50%. Hein. Même statut collectivité, activité non économique. Qui fait partie du consortium Vendée Numérique, s'il vous plaît? C'est une question du chat. Alors, sur Vendée Numérique, c'est un GIP qui est constitué à 60% par le département, le conseil départemental, et 40% par le SIDEF, donc le syndicat d'énergie. Néanmoins, dans le projet que l'on vient de déposer, c'est au-delà, avec un système de gouvernance qui intègre les deux organismes les deux entités que je viens d'évoquer, mais on y a ajouté complètement, depuis le début dans la gouvernance, les autres syndicats départementaux, c'est-à-dire Trivalis pour la gestion des déchets, Vendéo pour la gestion de l'eau potable, Géo Vendée, justement, qui est notre spécialiste depuis le début et qui regroupe toutes les communes de Vendée autour de ce cadastre numérique à l'origine et tous les développements numériques que les communes ont été amenées à faire, e-collectivité qui émane de la Maison des communes, donc c'est l'ensemble des communes aussi. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Il nous reste, Maxime? Et les EPCI. Oui, les EPCI, pardon, excusez-moi. On a donc intégré aussi plusieurs EPCI qui étaient d'emblée partants, en rappelant aux autres qu'au fur et à mesure, ils pourront rentrer dans la gouvernance en fonction de leurs desiderata. Donc, on a voulu vraiment quelque chose de très large. Comme on l'a dit depuis le début, c'est l'ensemble du territoire que l'on veut impliquer. Et donc, il est important que l'ensemble du territoire soit en quelque sorte aux commandes. Et Géofit. Alors, donc, oui, puisque vous avez parlé de consortium, on a dans le consortium ajouté une compétence qui nous manquait, et là, qu'on est allé chercher chez le privé. Et c'est pour ça que, après consultation, c'est Géofit qui a été retenu pour intégrer le consortium qui regroupe toutes les entités que je viens d'évoquer. Un autre éclairage sur cette fameuse organisation d'un consortium avec comment dirais-je, les nécessités de la commande publique. Noisy-le-Grand est en train de terminer un dialogue compétitif pour finaliser le groupement qui a été présenté pour leur projet, donc ils sont lauréats.
Et donc, on avait dans la proposition de Noisy-le-Grand un certain nombre d'organisations et d'entreprises qui étaient présentées, qui étaient tout à fait sérieuses et qui ont emporté l'adhésion du jury. Mais c'était pas finalisé. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de répondre parce que il y a, pour tous ceux qui sont dans les collectivités, il y a cette notion d'inventivité vis-à-vis du Code des marchés publics qui est une souplesse tout à fait appréciable. Vous avez la possibilité, dans le cadre de marchés innovants, par exemple, de faire des choses sans beaucoup de formalisme, jusqu'à 100 000 € hors taxes, etc. Et donc, là, c'est vraiment la capacité des collectivités, en particulier, de gérer de la meilleure façon, selon leur pratique locale, parce que ça existe, le bouclage. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut écrire, parce que on ne va pas dupliquer le code des marchés publics dans l'appel à projet. Et puis, il y a toutes les pratiques, tout ce qui est finalement routinier dans certaines collectivités et qui ne l'est pas dans d'autres. C'est assez compliqué. Les annonces de simplification par le SGPI des démarches France 2030. Alors, pas d'infos sur le sujet, Alexandre, vous en avez? Non, je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. Par contre, pour la taille de consortium, donc nous, là, sur la vague 2 TID, DIAT, voilà, on a des consortiums qui vont jusqu'à 15, il me semble, 14-15. Par contre, si vous allez plus loin, il se posera la question. Voilà, si vous avez un consortium de 30, 40, on peut se poser après la question de pilotage, etc., par les experts. Puis ça alourdit la charge, donc c'est quelque chose à réfléchir. Et puis sur, c'est quoi, il y avait une question sur responsabilité d'un chef de file. Ben, la responsabilité, en fait, nous, on fonctionne en cascade, donc on travaille uniquement avec le chef de file. Une fois qu'on l'a sélectionné, c'est-à-dire on contractualise qu'avec lui. C'est à lui qu'on demande un rapport annuel, puisque c'est écrit dans le cahier des charges où il présente ses résultats et ses avancées. Donc après, c'est à lui de travailler avec les autres membres du consortium pour produire ce rapport annuel. C'est seulement avec lui qu'on traite les subventions, donc c'est lui qui nous fait remonter, voilà, qui nous demande les subventions, et après charge à lui de répartir ce qu'il a récolté avec les autres membres du consortium. On lui demande aussi voilà, dans la convention qu'on signe, on écrit aussi qu'il est de sa responsabilité de compiler tous les documents qu'on demande, qui sont justificatifs des dépenses que vous demandez. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Archivage, suivi financier, suivi des activités, production du rapport, voilà, beaucoup de choses. Plafond de budget, on n'a rien écrit. Donc, a priori, non. Plafond de budget, Alexandre, j'ai pas compris la réponse du coup. Bah, plafond de budget, on n'a pas mis de plafond de budget. Oui, c'est ça. On peut avoir des projets à 8 millions. C'est pour ça qu'on définit un seuil minimum. Ouais. Après, il faut être humain. Si vous proposez un projet à 8 ou 10 ou 15 millions, c'est-à-dire que vous consommez à vous tout seul une part importante du budget total pour que vous révolutionniez complètement la transition écologique dans les territoires. Donc là, il y a une prise de risque évidente. Et c'est vrai que, puis au-delà de la prise de risque, c'est vrai que nous, on a vu sur TID et DIAT vague 1 et vague 1 et 2 pour TID et vague 1 pour DIAT, l'intérêt des démonstrateurs aussi, pour un investisseur, on préfère investir dans plusieurs projets qui permettent de couvrir plusieurs scopes et traiter plusieurs problématiques de différentes tailles de collectivités, différents sujets. C'est ça la logique des démonstrateurs aussi, d'avoir la variété pour tout adresser. Le budget moyen l'année dernière des projets déposés, c'était 1,6 million. C'était plus important pour les îlots de la région Île-de-France qui étaient aux alentours de 3 millions en moyenne. Et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, la notion d'îlot est à éviter.
Simplement, voilà, en région, c'était 1,6 million en moyenne, ce qui est quand même un beau projet d'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on peut voir dans le public habituellement. Voilà, donc vous avez vu dans les planches, Myriam, si tu veux bien copier-coller notre adresse, je ne vais pas la retrouver tout de suite. On va vous donner l'adresse fonctionnelle de l'Ecolab pour le projet DIAT. Vous avez comme ça la possibilité de nous poser des questions. Encore une fois, vous allez avoir toutes les planches publiées sur une page. Je vais peut-être même réussir à trouver l'adresse facilement. Pardon. Hop. Donc, je vous donne la page où nous publions les différents résultats de webinaire, les planches informatives et tout ce qu'on peut faire. Et puis, comme ça, on espère que vous aurez le maximum d'éléments. Et puis, je rappelle aussi le webinaire de la Banque des Territoires le 4 juillet. Alexandre, est-ce que vous avez annoncé sur une page quelconque les inscriptions? C'est aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver pour vous donner tous les éléments qui vous permettront de candidater. Bonne journée. Pardon, merci, je disais merci à Vendée Numérique et au Conseil départemental de Vendée. Tous nos vœux de succès, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Au revoir.